Voilà. Alors, il y a plusieurs points très différents, en fait, dans votre question. La première, c'est la déclaration de Trump. Bon, il dit ça pour, on va dire un mot un peu français, pour botter les fesses, comme on dit en français, des Européens. Parce qu'il est clair que si, par exemple, l'Allemagne a payé et puis l'Italie va payer, il ne va pas dire je défends l'Allemagne et pas l'Italie. Donc s'il y a une attaque russe, à supposer qu'il y ait une attaque russe, que je ne crois absolument pas, on pourra y revenir si vous voulez. Si vous voulez, cette déclaration, c'est une déclaration de campagne, mais ce n'est pas un programme politique. Bon, d'accord. Alors ensuite, sur la mort cérébrale de l'OTAN. Moi, j'ai jamais cru une seule seconde à la mort cérébrale de l'OTAN. Jamais. L'OTAN est le bras militaire d'une stratégie qui était celle des Romains à l'époque et celle de tous les empires, qui est une stratégie politico-militaro-économique. C'est-à-dire, on se base sur une pression politique qui est appuyée par une armée pour une prédation économique. C'est à ça que ça sert. Et on voit bien que la guerre d'Ukraine, aujourd'hui, c'est une prédation européenne, puisque les Américains vendent le gaz à l'Europe, que les Européens n'ont plus le droit d'acheter à la Russie. Ils leur vendent 7 fois le prix qu'ils payent eux-mêmes. Donc, c'est une prédation économique. Donc, l'OTAN a toujours eu son rôle dans ce système. Simplement, elle avait terminé, je dirais, avec le client irakien, avec les clients, et elle attendait simplement de se faire livrer son prochain client. Et la guerre d'Ukraine était prête depuis des années. Dans la stratégie américaine qu'on ne va pas développer, tout était prêt pour ça. Ils attendaient simplement de pouvoir en finir avec le client moyen-oriental et de retirer pour attaquer l'autre. Donc, c'était pas simplement, c'était pas un problème de mort cérébrale, c'était simplement le problème d'un changement de théâtre d'opération. C'est tout. Donc, Macron, je dirais, n'a rien compris quand il dit ça. Ou alors, il fait semblant de ne pas comprendre quel est le véritable rôle de l'OTAN. Voilà. Alors, en ce qui concerne le parapluie nucléaire, pour moi, c'est une vaste fumisterie, autant le parapluie nucléaire américain que le futur parapluie nucléaire français. Parce que le nucléaire est quelque chose qui est tellement impliquant que, ça tous les militaires le savent, on ne tire que pour soi, on ne tire pas pour les autres. Donc si jamais, à Dieu ne plaise, un jour l'armée russe attaquait les pays baltes, je ne vois pas comment les États-Unis ou Macron iraient tirer une salve nucléaire sur Moscou pour défendre Tallinn ou Vilnius ou Riga. C'est du simple bon sens de comprendre ça. Donc en fait, je pense que les militaires savent tout ça. C'est une espèce de présentation pour les peuples en disant le parapluie, mais en fait, il n'y a pas de parapluie en la réalité. Donc Macron ne ferait pas plus que ce que feraient les Américains s'ils présentaient un parapluie nucléaire. Et puis, si vous voulez, le problème, ce n'est pas le parapluie nucléaire. Le vrai sujet, c'est la domination militaro-politique, c'est ça. Et nous, aucun pays d'Europe n'acceptera que, à supposer qu'on fasse un traité en disant on va vous défendre sur le plan nucléaire en européisant notre parapluie, aucun d'entre eux n'accepterait que la France dise mais en contrepartie de ça, on veut tel avantage politique, économique, etc. etc. Donc c'est de la poudre aux yeux, à mon avis. C'est pas sérieux pour moi. Ça ne tient pas la route. Voilà. Alors, je vais vous répondre simplement. Regardez quelle est la politique de Macron aujourd'hui vis-à-vis de la Russie. Il est maximaliste anti-russe, alors qu'aucun de nos intérêts en tant que nation, ni en tant qu'Europe, ne nous pousse à maximaliser notre opposition aux Russes. Donc Macron fait une politique absolument aligné sur la communauté européenne et aligné sur les exigences américaines. Donc c'est la réponse à votre question. Il n'a aucune intention au-delà des mots, ni aucune réalité dans une politique de Macron
qui soit indépendante. Si elle devait être indépendante, elle devrait être, la première chose qu'il devrait faire serait de dire nous ne voulons plus dépendre des États-Unis, nous sommes un pays non aligné, nous nous retirons de l'OTAN et nous faisons notre propre politique pour résoudre les conflits actuels. Or, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de politique indépendante française. La politique française est la plus alignée de toutes les politiques européennes. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, là aussi, la guerre d'Ukraine vous donne toutes les réponses à cette question. Notre dépendance à Bruxelles, qui est même la dépendance à la politique américaine, est totale. Notre dépendance est politique, puisqu'on applique la politique américaine. Elle est médiatique, puisqu'on relaye encore plus qu'aux États-Unis, où il y a véritablement un débat, vous voyez Tucson, etc. Nous avons tous nos médias stream sont alignés, je dirais, sur la vision des choses, qui est la vision des oligarques américains et des néoconservateurs américains. Sur le plan économique, on en dépend totalement puisque on achète le gaz américain aujourd'hui au prix que les Américains veulent bien nous vendre. Nous n'avons... Cette guerre d'Ukraine a été, je trouve, un révélateur assez fantastique d'ailleurs de l'état de notre dépendance. Savez-vous par exemple, et je terminerai avec ce seul exemple, que lorsqu'on a voté le premier paquet de sanctions, on a délégué à la Commission européenne le fait de mettre en œuvre, de préparer les sanctions avec le département d'État américain, sans l'accord des États qui ont donc délégué, et que les États ont été prévenus du paquet des sanctions, je crois, 1 heure avant leur proclamation. Donc, on est vraiment pieds et poings liés complètement, et nous y sommes mis pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez. C'est assez facile à comprendre. Je peux d'ailleurs en dire un mot. Voilà, c'est très simple. Nous pensons encore aujourd'hui que nous sommes dans un système démocratique, les pays européens. Or, les peuples et les systèmes démocratiques ne sont que des alibis d'un système qui est en fait un système oligarchique et plutocratique. J'étais en Pologne en 1981. À l'époque, Jaruzelski, qui était le président, envoyait toute la viande en Russie. Et les Polonais, comme d'ailleurs les Européens, les Allemands de l'Est, etc., ils mangeaient des pommes de terre bouillies et de la mortadelle. Parce que tout ce qui était bon, ça partait en Russie. Jaruzelski ne se demandait pas s'il faisait la politique de son peuple. Il se demandait s'il faisait la politique qui était nécessaire pour conserver sa place à l'intérieur du système qu'il avait mis en place, c'est-à-dire l'oligarchie soviétique. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont Macron a été élu, il a été élu parce que son principal opposant a été évincé par une mise en examen politique qui s'est déroulée juste au moment de la campagne électorale, comme par hasard, et par le fait que tous les médias ont pris fait et cause pour lui en faisant la une de Paris Match, etc., pendant toute la campagne. Donc, lui a certainement le sentiment qu'il détient sa légitimité, non pas de ceux qui l'ont élu, mais de ceux qui l'ont mis en place. C'est-à-dire les oligarchies médiatiques, politiques, financières, bruxelloises, etc., etc. C'est d'eux qui tient sa légitimité. Donc c'est à eux qui rend des comptes, et pas aux Français. Voilà. Vous voyez, nous avons changé de paradigme et nous nous en sommes pas aperçus. Nous croyons encore que nous sommes dans un système démocratique, or tout démontre que nous ne le sommes plus. Alors,
aujourd'hui, je pense que le système est assez bien verrouillé, si ce n'est très bien verrouillé. Confère, ce qui est en train de se passer aujourd'hui par rapport à la signature par Madame van der Leyen du contrat avec Pfizer, pour lequel la commission de contrôle a reçu un contrat pour contrôler, où il y avait 80% du contrat qui était stabiloté en noir pour qu'on ne puisse pas le lire. Alors ça veut dire que, si vous voulez, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc, vous pouvez penser dans ce système-là que si ce qui est vrai pour Pfizer est vrai pour d'autres choses, y compris pour l'élection, tout va être fait pour remettre en place les gens qu'il faut, si vous voulez. Voilà. Donc, moi, je pense que ça peut changer à condition que la composition du Parlement européen soit fondamentalement différente de ce qu'elle fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent laisser penser que ça peut être le cas, en particulier si les forces de droite sont Alternative für Deutschland, les parlements français, ce qui se passe en Italie, en Espagne, etc., sont suffisamment puissantes pour modifier les équilibres. Mais si les équilibres ne le sont pas, ce sont les mêmes qui reviendront au pouvoir, c'est certain. Oui, je pense que les mouvements d'agriculture aujourd'hui peuvent devenir un contexte négatif pour les élections, en particulier parce que ça délégitime la politique européenne, si vous voulez. Il est clair qu'à l'époque, la politique agricole commune au début, dans les années 60, elle a été imposée par la France parce que la tentation naturelle des autres pays, en particulier l'Allemagne, ça consistait à vider l'Europe de ses potentialités agricoles pour accélérer l'importance de l'industrie allemande. C'était ça. Donc on a toujours joué l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, dans un contexte où on essaye de faire baisser les prix, il est évident que l'Europe, dans sa globalité, a intérêt, là aussi, pour permettre aux Allemands de pouvoir conserver leurs exportations de voitures vers la Chine, etc., ou leurs industries, etc., de sacrifier l'agriculture européenne, en particulier française, au profit d'accords de libre-échange où on fait rentrer de la viande néo-zélandaise, etc., voilà, tout ça. Donc, dans ce contexte-là, je dirais que nous ne pouvons avoir autre chose qu'un mouvement de mécontentement extrêmement fort de l'agriculture qui se sait sacrifier dans ces arrangements. Et d'autre part, on a cassé en 1992 la politique agricole commune pour en faire une politique non pas de compensation de prix, c'est-à-dire qui protégeait l'extérieur des frontières européennes pour empêcher que les autres produits ne rentrent à bas prix, mais pour en faire une politique, non pas de compensation, mais une politique d'aide. Et vous savez qu'une politique d'aide, c'est, on vous dit, ah, là je vais vous donner 100 €, et puis l'année d'après, on vous dit, ah, ben, je vous donne plus que 80, et puis 60, etc. Donc aujourd'hui, ça c'est la première réponse, cette crise est endémique. Et l'autre aspect, c'est que malgré tout, l'agriculture dans tous les pays reste quelque chose d'extrêmement sensible et d'extrêmement populaire, puisque c'est la base de l'alimentation. Donc tout le monde comprendra que si on laisse mourir ces paysans, que l'on soit français, italien, espagnol, hollandais, allemand, etc., si on laisse mourir de faim les paysans, c'est grave. Donc ils bénéficient d'un crédit positif et ils sont en mesure de créer une atmosphère, je dirais, très négative si leur mouvement n'est pas pris en compte. Mais encore faut-il que ce mouvement, qui est compris, légitime, populaire, etc., puisse être traduit en termes politiques. Et ça, c'est moins sûr, parce que qu'est-ce que représente aujourd'hui? On va dire, ah oui, il faut sauver nos paysans, mais au moment des votes, dans quelle mesure les votes paysans vont véritablement compter dans les votes européens? Ça, je ne suis pas sûr.
Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui un mécontentement qui monte. Il dépasse largement le contexte agricole, il est général. Et ça me fait penser à une déclaration de Vladimir Poutine qui a été faite quelques jours après le début de l'enclenchement de l'opération spéciale, où il a dit, et on devrait tous avoir entendu ça, que nos gouvernements avaient oublié une chose dont il ne voulait pas parler, c'était la fracture chez nous entre les riches et les pauvres. Et qu'il pensait qu'au fur et à mesure que la guerre allait durer, et du fait des sanctions que nous avons imposées aux Russes, mais qu'en fait, nous nous imposons à nous-mêmes, puisqu'on n'empêche pas les Russes de travailler, par contre, nous, on s'empêche de travailler. Que les souffrances des peuples et l'appauvrissement, etc., allaient être tellement importants que cette fracture entre riches et pauvres allait être tellement forte qu'il ne pensait pas qu'il était possible que les élites actuellement au pouvoir dans nos pays puissent se maintenir. Il a dit ça. Ça veut dire d'une part qu'il comprenait extrêmement bien ce qui allait se passer, que d'autre part ce genre de choses ne pouvait se faire que sur le temps. Donc ça n'avait aucun sens pour lui de gagner la guerre en 3 semaines, à supposer qu'il ait pu le faire. C'est au contraire en ce moment que c'est en train de se passer. Et surtout, le plus comique, si on peut appeler ça comique, c'est que la stratégie que nous avions vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire de monter le peuple contre Poutine, en fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire chez nous. Mais nous, on ne s'en est pas aperçu. Voilà. Alors, il n'y a pas 3 niveaux, il y en a 4. Parce que la question en oublie un, c'est le niveau américain, qui est celui qui compte le plus parce que c'est celui qui décide. Et en fait, il n'y a pas 4 niveaux, il y a 2 niveaux. Parce que les élites nationales, les élites bruxelloises et les élites américaines, c'est-à-dire ce que j'appelle l'oligarchie et la plutocratie, en fait, travaillent de concert. Donc vous avez aujourd'hui une fracture et une seule, c'est celle qui concerne les peuples d'un côté et les élites de l'autre. C'est ça le problème, si vous voulez. Donc il est évident que aujourd'hui les décisions qui sont prises par les élites, exemple, les paysans pleurent misère pour avoir 150 millions, on leur dit oui, 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 on va voir, on les laisse traîner. Et à ce moment-là, Zelensky vient à Paris, on lui dit, le même jour où on dit, attendez, on va voir si on vous donne ou non les 150 millions, on lui donne 3 milliards en 24 heures, il rentre chez lui, si vous voulez. Et on fait ça au vu et au su de tout le monde, à la télévision nationale, et on n'explique pas à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos autorités ne même prennent pas la peine médiatique de cacher le fait qu'elles ont donné 3 milliards à Zelensky, on aurait pu dire on étudie, et puis on lui donne ça le 15 août, si vous voulez, quand tout le monde est à la plage, et puis personne n'en entend. Mais on le fait en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a non seulement un défaut de prise en compte des besoins populaires par nos élites, qui sont en même temps nos élites françaises que nos élites bruxelloises, que nos élites américaines dans cette affaire. Non seulement il y a une non prise en compte de nos... mais il y a même une certaine forme de, je dirais, de provocation. C'est-à-dire, non seulement lui on lui donne beaucoup, et vous on vous donne rien, mais en plus, voilà, je vais te dire, on vous emmerde. Voilà. Voilà, c'est ça en fait que le pouvoir dit en ce moment aux Français et au peuple. Et c'est grave. La mission aujourd'hui, on sent très bien que si vous voulez, aujourd'hui, les yeux de nos dirigeants ne sont plus tournés vers les peuples, mais sont tournés vers les gens, comme je disais tout à l'heure, qui les ont mis à leur place. Voilà.